Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Kiosque. C'est parti pour une nouvelle émission. Voici tout de suite le sommaire. De catastrophe naturelle en catastrophe naturelle, la planète a-t-elle sombré dans le dérèglement climatique? Cette succession de phénomènes violents se produit l'année de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'un des dirigeants les plus climato-sceptiques de la planète. Après le retrait formel des États-Unis, où en est l'accord de Paris? Les indépendantistes catalans lancent la campagne du oui à leur référendum d'autodétermination, considéré comme anticonstitutionnel, donc comme illégal par Madrid. Le 1er octobre, le vote aura-t-il lieu? Si le oui l'emporte, l'Espagne implosera-t-elle? Plongée en plein Brexit, quelle sera la réaction de l'Union européenne? On le savait, c'est confirmé, Paris accueillera bien les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Formidable opportunité au gouffre financier, y a-t-il vraiment de quoi se réjouir? Nombreuses ont été les villes à se désister. Pourquoi ce désintérêt pour le plus populaire des rendez-vous planétaires? L'organisation des JO est-elle encore une vitrine géopolitique valorisante? Et pour répondre à toutes ces questions, voici tout de suite nos kiosqueurs. Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, chargée des questions liées à l'impact du sport sur les relations internationales. Vous vous intéressez principalement au concept de diplomatie sportive, des études de droit international public. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue internationale et stratégique. Marc Bassett, correspondant à Paris pour le quotidien espagnol El País, auparavant en poste à Bruxelles, à Berlin, à New York et à Washington. Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Message et Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Et puis enfin, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter.net, le quotidien de l'écologie sur le net. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ce thème, le dernier en date, Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe aux éditions du Seuil. Merci à vous quatre d'être ici en plateau en ce dimanche pour commenter cette actualité de la semaine. Vous pouvez faire de même chez vous, nous faire part en tout cas de vos commentaires sur Twitter avec le hashtag de #kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux. Question qu'on va se poser pour commencer. Est-ce le vrai visage d'une planète abandonnée au réchauffement climatique? Depuis plusieurs semaines, les éléments se déchaînent et les catastrophes naturelles se multiplient à travers le globe. De jugement dernier, presque, ça y est, Hervé, le climat est devenu fou, ça fait des années qu'on prévient et on y est? Non, le climat n'est pas devenu fou, mais peut-être que la société humaine planétaire est devenue folle, ou en tout cas continue à être folle, puisque ce n'est pas la planète qui sombre, c'est les manifestations probable d'un processus engagé de longue date et qui se continue, qui est le processus de changement climatique. Donc la planète, l'atmosphère de la planète s'est déjà réchauffée d'environ 1 degré Celsius par rapport à la température de l'époque pré-industrielle avant 1850, où donc il y avait une période pendant presque 10 000 ans de stabilité climatique, et puis depuis plus d'1 siècle et demi, maintenant, on a progressivement
émis beaucoup de gaz à effet de serre et ça s'accélère dans la dernière décennie, dans les 2 dernières décennies. Et donc, on commence à avoir les premières manifestations de ce réchauffement climatique qui déjà n'est pas 1 degré centigrade, ça n'est pas minime. Est-ce que ça s'est accéléré cet été? Parce que c'est vrai que quand on regarde les images là qu'on vient de voir, on voit que tout l'été a été marqué par des catastrophes dont on a plus ou moins parlé dans les médias, en tout cas en Europe. Mais est-ce que là, effectivement, il y a un dérèglement qui s'est accéléré? Est-ce que ça correspond aux prévisions des climatologues? Non, je pense pas que les climatologues diraient que chaque événement est attribuable directement au changement climatique. En revanche, ce qui se déroule est conforme en gros au scénario du GIEC, du groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et qui dit, en gros, pour faire simple, s'il y a un réchauffement de la température en moyenne, ça va entraîner un certain nombre de dérèglements climatiques. Alors on ne peut pas absolument dire est-ce que Harvey ou Irma ou la très forte mousson au Bangladesh et en Inde est attribuable au changement climatique, mais c'est cohérent avec les scénarios du changement climatique. Et ce que l'on sait, c'est que déjà, c'est pour ça que j'insiste sur ce 1 degré Celsius qui paraît très peu, mais on sait déjà qu'on est malheureusement engagé à une perspective de 1,5 degré, voire 2 degrés Celsius, donc des effets encore plus forts dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Des ouragans encore plus forts, des inondations encore plus nombreuses, des sécheresses encore plus marquées? Ça nous frappe, et ça frappe surtout les habitants de la Floride, de Saint-Martin, des îles de Caraïbes, et puis ça frappe aussi les habitants du Bangladesh, d'Inde et d'autres pays qui sont sujets à ces tourments météorologiques, mais ça veut dire surtout que ces événements vont vraisemblablement se multiplier, avoir de plus en plus d'intensité dans les décennies à venir. Et donc ça veut dire aussi, si on veut éviter ces aggravations, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre relativement rapidement. Alors, le réchauffement climatique, on est tous d'accord, amplifie les phénomènes météorologiques. Il amplifie aussi le gouffre entre nord et sud. Par exemple, Irma, que vous évoquiez à l'instant, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Irma, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique, a englouti les Caraïbes, où se côtoient pays riches et pays pauvres. Est-ce que ça accroît cette cassure entre le nord et le sud, Louis? Ça accroît parce qu'il y a une part d'imprévisible, bien sûr, mais il y a une grosse part de prévisible également. Il y a ces phénomènes que nous subissons, qui sont par exemple les ouragans et autres. Mais quand vous allez dans le cas de la Sierra Leone, par exemple, avec l'inondation et les écoulements qu'il y a eu, c'est surtout que les gens se sont installés dans des zones qui n'étaient pas habitables. C'est-à-dire qu'à la base, si les autorités avaient été moins complaisante, moins corruptible, plus prévenante surtout. Cela aurait pu être évité parce que les glissements des terrains, ce n'est pas sur des espaces qui ne sont pas connus. Ces espaces ont déjà été répertoriés. Il y a encore l'union des villes, des cités et gouvernements locaux unis qui rappelaient que ces événements-là, ils sont prévisibles. Les cartes, elles existent, sur lesquelles ces menaces ont été identifiées et mises à la disposition des autorités. Donc c'est à elles de dire aux populations de ne pas s'installer sur une décharge d'ordures ou de ne pas aller sur un terrain qui est promis à un ravalement certain, soit par la nature, soit par les hommes. Et donc, je pense qu'il y a cette grosse part-là aussi qui fait que les villes n'étant pas extensibles à souhait, les zones périurbaines sont aujourd'hui beaucoup plus susceptibles d'entrer dans ce processus-là de destruction par la nature. Et sur cette différence entre le nord et le sud, qui fait aussi l'objet de discussions autour de l'accord de Paris, quand on voit justement Irma dans les Caraïbes, où se côtoient des pays comme Haïti, mais des pays comme également les États-Unis, la France, est-ce que là, ça vous interpelle quand vous voyez ce phénomène traverser une zone comme celle-là, les réponses qui sont données par les uns et par les autres, ça vous interpelle? Peut-être Marc, vous qui avez vécu aux États-Unis jusqu'à très récemment. Clairement, il y a une différence. On l'a vu avec Irma dans les îles du Caraïbe et la Floride, où il y a eu une évacuation très bien organisée, il faut dire. Il y a eu la chance aussi que finalement, quand l'ouragan Irma est arrivé sur les côtes de la Floride, ça a été très fort, mais pas aussi fort qu'on avait craint. Mais dans les résultats, on a vu effectivement une différence. Mais il y a aussi une différence nord-sud. Il y a aussi une différence dans les propres pays développés, comme on voit aux États-Unis, nord-sud. Donc, on a vu, par exemple, dans le sud de la Floride, les quartiers les plus pauvres ont été beaucoup plus touchés par les effets de l'ouragan. Alors que d'autres personnes ont pu évacuer, ont pu prendre des avions, des voitures vers le nord pour se sauver.
Des phénomènes donc avec leur lot de morts, de déplacés, de réfugiés, de personnes laissées sans abri, d'infrastructures détruites, de zones laissées inhabitables et des coûts de reconstruction qui sont aussi exorbitants. Dans les sociétés riches, on le constate déjà maintenant, le coût est principalement économique. Aux États-Unis, la facture de la reconstruction après Harvey et Irma devrait atteindre les 290 milliards de dollars. Seule une partie des coûts sera prise en charge par les assurances. Et est-ce qu'on arrive là à un moment avec cette accélération des phénomènes où on pourrait imaginer que les assureurs décident de ne plus assurer parce que ça coûte trop cher? Ça dépend de qui prend l'assurance. Si c'est un individu, peut-être que ce sera compliqué. Mais ici en France, par exemple, il y a le fait que si on déclare que c'est une zone qui a été sinistrée et que l'État et la région, par exemple, doivent prendre cela en charge, aucun assureur ne pourra se dérober. Mais si vous êtes un individu que vous allez voir votre assureur, la fleur à la main, je ne suis pas certain qu'il vous réponde de la même manière que si le gouvernement mettait la pression sur lui. Donc je pense que la réponse dépend à la fois du degré d'implication de l'État dans le phénomène et surtout de la solidarité que cela peut déclencher de la part des uns et des autres. On a l'impression que c'est les assureurs quand même qui ont toujours le dernier mot. Il me semble, mais je ne connais pas assez en détail le sujet, mais il me semble par exemple qu'aux États-Unis, un très grand nombre de gens ne s'assurent plus parce que ça coûte cher. En fait, dans des pays comme la France, où il y a, me semble-t-il, une assurance obligatoire qui intègre toujours une prime, une portion sur la réponse au changement, aux catastrophes naturelles, selon le terme en vigueur. Aux États-Unis, je crois que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des effets, on a évoqué l'effet nord-sud, on pourrait y revenir dans la discussion sur les effets possibles du changement climatique, mais il y a aussi au sein des sociétés, et mon camarade le signalait, aux États-Unis, des réactions qui renvoient aussi à la fracture sociale, au fait qu'il y a des inégalités extrêmement fortes. Donc les assureurs pourraient, qu'est-ce que vont faire les assureurs? De toute façon, ils vont augmenter les prix, mais ils vont diminuer les remboursements, pour faire simple. C'est leur calcul économique et on ne peut pas leur reprocher. Mais en revanche, ils ne vont pas rembourser ceux qui ne se seront pas assurés. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des parties de la population qui vont être en grand désarroi au moment de la reconstruction. Carole ? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une véritable prise de conscience du risque que représente aujourd'hui le changement climatique. Il y a une dizaine d'années, on parlait assez peu de réfugiés climatiques. Or, aujourd'hui, c'est une thématique qui est de plus en plus en train d'émerger. Les États, les ministères sont de plus en plus en train de réfléchir sur ces questions-là et voir comment est-ce qu'on peut arriver à gérer aussi ces questions de flux de population dus à des phénomènes naturels, catastrophes naturelles, etc. Donc ça va vraiment, d'ici les prochaines années, entraîner un certain nombre de réflexions qu'il va falloir avoir sur comment est-ce qu'on apporte une réponse concrète à ces questions-là. Et justement, on a appris cet été que l'Asie du Sud-Est pourrait disparaître, devenir inhabitable d'ici à la fin du siècle, d'ici à 2100. C'est une étude du MIT qui le dit. Où iront-ils, justement? Ça pose la question. Vous dites qu'il y a des pistes de réflexion. Où irait ce continent? Alors, il y a plusieurs études qui ont été évoquées. Il y en a une, je ne sais pas si c'est la même à laquelle vous faites allusion. Et il y aurait, parce que aussi, il y a eu des très fortes vagues de température, d'élévation de la température cet été, au point qu'il y a même eu une sorte de course au record à quel endroit la Terre est la plus chaude, puisqu'on atteignait en certains endroits 45 degrés ou 50 degrés, ce qui est absolument invivable. Et il y a eu une étude qui est sortie, qui a été publiée exactement, et qui disait qu'il pourrait y avoir tellement fréquemment des pointes de chaleur à 45, voire plus degrés, qu'un grand nombre de régions de l'Asie deviendraient inhabitables. Il y a beaucoup d'études, donc ce n'est pas du tout contradictoire avec celle que vous dites. Il y aura des effets. C'est que on sait, en fait, pour le dire simple, c'est une étude de plus, on sait par exemple tout le pourtour méditerranéen, il va y avoir des problèmes hydrographiques, des problèmes de manque d'eau, des problèmes d'augmentation de la température. On sait, hélas, qu'en Afrique aussi, c'est un continent où donc un grand nombre de régions vont être plus sujettes aux effets du changement climatique. Donc c'est un bouleversement qui est en train de se faire et qui s'articule aussi avec les questions des inégalités. Je pense que ce n'est pas seulement les États, les gouvernements vont prendre en compte, c'est aussi qu'il y a des effets d'inégalité au sein des sociétés comme entre les sociétés du monde, qui fait que si on rééquilibre pas en faisant en sorte qu'il y ait, pour faire simple, pour aller vite, des riches qui soient moins riches et donc des pauvres qui soient moins pauvres et qu'il y ait plus d'argent collectif pour gérer les situations globales, on sera en situation de plus en plus grave. Oui. Et je pense que la solidarité internationale devrait avoir un sens par rapport à cela. Il y a de nombreuses réunions internationales qui sont organisées, mais je crois qu'on a abordé tout à l'heure la question de l'assurance, mais
combien de personnes s'assurent dans les pays du Sud? Vous allez dans un village, déjà la bancarisation, elle est quasi nulle. Je ne parle pas du taux d'assurance. Donc, il y a très peu de gens qui le font. Et je pense que de ce point de vue, il ne serait pas inintéressant d'introduire dans la notion de responsabilité sociétale des entreprises cette volonté de pouvoir protéger également les espaces où les entreprises interviennent. Parce que, mine de rien, quand vous regardez aujourd'hui le phénomène, par exemple, de vente des terres dans certains pays, d'utilisation abusive, de rejet, par exemple, dans les eaux communes, d'extraction abusive des minerais, vous avez des phénomènes naturels, non seulement qui défigurent l'aspect des villes, mais qui créent également de vrais problèmes climatiques qui devraient être pris en charge par ces entreprises qui y interviennent. Et malheureusement, ce n'est pas fait. Et je pense que cette solidarité-là, d'une certaine manière, elle devrait être impulsée à la fois par les Nations Unies, par les États, mais surtout par les entreprises qui interviennent directement sur place. Vous parlez des réunions qui s'enchaînent. La France organise le 12 décembre prochain un sommet international. Le président Emmanuel Macron souhaite faire un point d'étape sur l'avancée de l'accord de Paris sur le climat. Cette semaine, il y avait une réunion à Montréal avec les ministres de l'Environnement à l'initiative de la Chine, du Canada et de l'Union européenne sur l'accord de Paris. Est-ce qu'il résiste au retrait des États-Unis qui a été formalisé dans le courant de l'été par Donald Trump? L'accord de Paris était, c'est un accord de bonnes intentions. Même si on a de très bonnes intentions, mais qui n'a pas de caractère obligatoire ou contraignant. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, le fait qu'un des plus grands acteurs, un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, que sont les États-Unis, se retire de cet accord, affaiblit évidemment l'engagement international. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une réponse unanime et que le fait que personne ne soit... Parce qu'un des risques, c'était aussi de se dire, si les États-Unis se retirent, des pays qui étaient peut-être moins convaincus se seraient retirés aussi. On a l'impression que pour l'instant, il y a un front encore solide. Non, ça c'est un petit peu le bruit médiatique qui dit ça, mais moi je n'ai pas du tout cette interprétation-là. Une fois de plus, le fait qu'un des principaux acteurs de la question climatique, qui est par ailleurs une superpuissance incontestable, se retire, a évidemment un effet sur tous les autres joueurs. Ça affaiblit peut-être l'engagement de la Chine, où ça change l'équilibre. La Russie de M. Poutine, qui est extrêmement propice incline à aller vers le climato-sceptique, du coup, se voit renforcé dans cette attitude. D'autres pays, comme peut-être l'Arabie Saoudite, qui joue aussi un grand rôle, peuvent dire, écoutez, si les États-Unis n'y vont pas, nous, on ne va pas faire d'efforts supplémentaires. Donc non, ça affaiblit incontestablement l'accord. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que là, quand même, les États-Unis ont subi de plein fouet Harvey, Irma, Donald Trump se prend un vent, si vous me passez l'expression. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça le fasse réfléchir ? Moi, je crois que non. On a une sorte de il y a une sorte de radicalisation d'une partie des élites ou des classes dirigeantes qui fait que M. Trump, en tout cas, n'a pas donné de signal, me semble-t-il, après Harvey, que la question du changement climatique était en cause. Il s'est même repositionné politiquement, me semble-t-il, très habilement, en allant sur place, en manifestant sa solidarité avec les gens qui étaient affectés par ça. Avec un peu de retard quand même. Avec un peu de retard, mais il semble qu'il ait bien tiré les marrons du feu, en quelque sorte, mais il ne me semble pas qu'il ait évoqué le changement climatique. Oui, je crois que ça ne va pas du tout changer sa position sur le changement climatique. Et ce débat qu'on a maintenant sur les possibles effets du changement climatique dans les dérèglements du climat, dans les derniers ouragans, ça n'existe pas pour l'administration Trump. Ils ont balayé complètement ces questions pendant les dernières semaines. C'était pas question... Leur argument, c'est qu'il y a toujours eu des ouragans aux États-Unis. C'est très violent, et c'est vrai. La nature aux États-Unis, une nature sauvage. On ne peut pas concevoir ça en Europe. Alors, pour lui, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas seulement M. Trump, il faut dire ça aussi, c'est le Parti républicain. On parle de Trump. C'est les Américains, parce que pour l'instant, 52% d'entre eux ont l'air de suivre cette ligne, d'après un sondage que je lisais là récemment. Oui, une partie des Américains, parce que l'antérieur président Barack Obama, qui a gagné des élections suivies, a eu beaucoup de support et a été pour et a œuvré en faveur de la lutte contre le changement climatique. Mais ce n'est pas une excentricité de Donald Trump de s'opposer aux accords de Paris. C'est vraiment une des bases idéologiques de la droite américaine actuelle. Pour conclure, je vous propose... Pardonnez-moi, Louis, allez-y. Je vous en prie. Moi, ce que je redoute, c'est que cette attitude-là renforce la frilosité des pays les plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, on a ménagé les vrais pollueurs, c'est-à-dire les producteurs de pétrole du Golfe. On a ménagé le Canada, on a ménagé les États-Unis, on a ménagé beaucoup de personnes. Et finalement, ceux qui sont véritablement les producteurs d'oxygène, je pense au bassin du Congo, je pense à d'autres pays qui ont de grandes forêts,
qui continuent d'être exploités d'ailleurs de façon illégale, ces pays-là doivent payer 2 fois. Parce que non seulement ils payent parce qu'on exploite leur forêt sans qu'ils en gagnent quoi que ce soit, mais en plus, ils doivent subir la pollution venant des autres. Je ne parle même pas des produits qui viennent de l'extérieur en plus de tout cela. Donc, quelque part, c'est une attitude qui est contre la bonne vertu des autres pays qui pourraient vouloir s'aligner sur un modèle vertueux. Pour conclure, je vous propose de regarder cette une. L'hebdomadaire américain Time titre cette semaine « Les tempêtes sont de plus en plus fortes, tout comme nous », avec en sous-titre « Tirer des leçons du désastre ». Pour conclure rapidement, Hervé, on tire des leçons du désastre ou pas ? J'ai tendance à être pessimiste. Ce qu'on vient de dire sur M. Trump, comme ce que vient de dire Louis, qui est tout à fait exact et pertinent, hélas, non. Je reviens avec ce terme de classe dirigeante, ou une partie de la classe dirigeante dans le monde qui simplement ne comprend pas la gravité des enjeux. Et vous allez me permettre de faire un petit rebond par rapport à un autre sujet, celui des Jeux Olympiques. On va y revenir. Mais on vient de dire que, OK, il y a ces catastrophes qui vont arriver, donc il faut prévoir. Or, les Jeux Olympiques, par exemple, de 2024, il y a un grand centre sportif qui est tout au bord de la Seine. Or, on sait parfaitement que la Seine a des probabilités maintenant de connaître des crues tout à fait importantes. Je vous propose qu'on y revienne plus en détail tout à l'heure. On y reviendra, mais simplement, et ils veulent augmenter ce grand stade sportif qui, au passage, est une entreprise privée, qui n'est pas publique. Donc, au passage, on va aussi manger des jardins, etc. Or, s'il y a une crue importante, et c'est maintenant très probable, cette installation sportive sera très mal placée et sera sans doute inondée. Donc, il faudrait imaginer de le faire ailleurs. Et bien, vous voyez, on dit, ah oui, c'est très grave le climat, et d'un autre côté, on continue comme avant. Et donc, prochain rendez-vous, grand rendez-vous sur le climat, avec cette classe dirigeante, comme vous dites, ça sera le 12 décembre à Paris pour faire un point sur l'application de l'accord de Paris sur le climat. Je vous propose qu'on aille maintenant en Catalogne, puisqu'il était organisé lundi la Diana, cette grande manifestation, une fête dite nationale pour cette communauté autonome espagnole, un rendez-vous qui, depuis quelques années, a viré au plaidoyer en faveur de l'indépendance. En Catalogne, les esprits s'échauffent. Un référendum unilatéral d'autodétermination est prévu dans 2 semaines, jugé illégal par le gouvernement de Madrid. Et dans la marée humaine de lundi, vous allez le voir, cette famille qui a suivi notre confrère de la RTS, Juan Gordillo. Les Catalans font monter la pression d'un cran. Ces pyramides humaines sont l'un des symboles de la culture catalane et le point d'orgue de la manifestation. Irénée grimpe en haut de ses tours depuis qu'elle a 6 ans. Avec son père Antoni, ils sont venus affirmer leur identité catalane et leur envie d'indépendance. Pour moi, c'est mon pays. Je me sens catalane, pas espagnole. Le gouvernement central a toujours refusé de nous considérer alors que nous sommes à chaque fois plus nombreux dans la rue et nous continuerons jusqu'à l'indépendance. Sur tous les t-shirts, un oui. Oui au référendum prévu le 1er octobre. Oui à l'indépendance. Mais Madrid ne l'entend pas ainsi. Le gouvernement central a saisi la justice qui a déclaré la votation illégale. Elle est pour l'instant interdite. Pour nous, ce n'est pas illégal. Notre Parlement a voté l'approbation du référendum. Donc si les Catalans ont décidé de voter, nous voterons. Cette attitude du gouvernement de Madrid exaspère les Catalans. Cela fait 6 ans désormais que la famille Magnané a accroché ce drapeau sur son balcon. C'est un acte de revendication. On a ajouté au drapeau catalan l'étoile, symbole d'indépendance. La Catalogne a déjà son gouvernement, sa propre police, ses écoles et aussi ses chaînes de télévision, tout en catalan. Pour Antoni, la région est aussi capable de gérer seule ses impôts et son économie pour devenir un pays. L'État central nous met des bâtons dans les roues en empêchant par exemple les investissements pour notre économie locale. Jusqu'au référendum du 1er octobre, les indépendantistes restent mobilisés à chaque coin de rue de Barcelone. Un bras de fer qui n'est pas du goût de tous les Catalans. Pour moi, ça a toujours été l'Espagne ici. Et maintenant, ils veulent nous diviser. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je suis espagnole et catalane. Selon un dernier sondage, 56% des Catalans estiment que ce référendum n'est pas valide en l'état. On l'a compris, l'ambiance est un peu tendue en Catalogne en ce moment, dispute en famille, engueulade entre amis. Je ne vais pas vous demander, Marc, vous qui êtes vous-même catalan, avec combien de personnes vous êtes disputés récemment sur cette question-là. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une montée d'une sorte de haine sur cette question politique en Espagne et en Catalogne? On voit que sur Twitter, il y a des messages qui sont de plus en plus forts, de plus en moins maîtrisés. Comment est l'ambiance là-bas? J'aimerais pas dire haine, mais tension, certainement. Et quand on s'approche chaque jour plus du jour désigné pour le référendum,
qui est le 1er octobre, il y a encore plus de tension. Parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on parle d'une métaphore. Elle n'est pas très exacte, mais ça sert. C'est le choc de train. Il y a 2 trains qui sont en pleine route de collision. Et depuis 5 années, on dit qu'il va y avoir un jour un choc de train. Le choc de train, on est en train de le voir. Donc, caméra lente maintenant, dans les 2 prochaines semaines. Chaque jour, il y a de nouveaux épisodes où on voit ce choc. D'un côté, entre la légalité espagnole, l'état de droit, la constitution d'un pays démocratique comme l'Espagne. De l'autre côté, l'ambition indépendantiste d'un grand nombre de Catalans, du gouvernement et de la majorité du Parlement catalan, qui ont convoqué un référendum d'indépendance considéré illégal et de manière unilatérale. Et alors, le choc entre ces 2 trains, il faut voir les dimensions de chacun des 2 trains, parce que ce n'est pas la même chose, mais est en train de se produire et on va voir le 1er octobre ce qui arrive. Comment? Parce que la question, c'est que c'est une histoire qui a commencé, on va dire, en 2010, celle d'une bombe à retardement. En 2010, la Cour constitutionnelle espagnole enterre le statut d'autonomie élargie de la Catalogne. En 2015, victoire des indépendantistes au régional. Ça déclenche le militaire. Et puis, il y a ce compte à rebours maintenant vers une explosion démocratique peut-être dans 2 semaines. Comment Madrid et Barcelone en sont arrivés là? C'est une histoire longue. On peut regarder le long terme. Ça fait des dizaines d'années, peut-être des siècles. Bon, il y a une discussion entre historiens sur ce sujet, mais c'est vrai que la Catalogne a toujours une identité. On peut dire que la Catalogne est une nation dans certains aspects. Et il y a eu une insatisfaction de la Catalogne par rapport à sa position dans l'Espagne. Quand Franco est mort, en 1975, et la démocratie est arrivée en Espagne, on a construit l'état des autonomies qu'on a dit en Espagne. On a donné beaucoup d'autonomie aux régions, à certaines régions comme la Catalogne ou le Pays Basque, des compétences particulières. On avait mentionné l'éducation, la police par exemple. Il y a eu un moment, il y a 5, 6, 7 ans, avec la crise économique brutale en Espagne, qui a coïncidé avec la dispute sur le nouveau statut d'autonomie catalan. Le statut d'autonomie, c'est comme la constitution de la Catalogne. La Catalogne a approuvé un référendum, un nouveau statut, qui donnait plus de pouvoir à la Catalogne et qui reconnaissait d'une certaine manière la Catalogne comme nation. Ça a été approuvé en référendum, légalement. Ça a été approuvé par le Parlement catalan, par le Parlement espagnol. Le roi d'Espagne a signé le statut, mais la Cour constitutionnelle espagnole a dit a touché à ce statut, a dit ce que les Catalans ont voté n'est plus valide. Ça, c'est l'origine. Et ça a été le déclencheur de toute cette séquence. On peut aussi se demander ce que veulent... Cette question, c'est quoi? C'est une question d'identité? C'est une question économique? Souvent, on entend dire la Catalogne, c'est des riches, donc ils ont le réflexe des riches, d'être égoïstes, de ne pas pouvoir partager avec le reste de l'Espagne. C'est identitaire, c'est politique, c'est économique. Qu'est-ce qui motive en fait cet élan indépendantiste en Catalogne? Je dirais que c'est un mélange des choses identitaires. Les Catalans parlent une langue différente. Même si c'est un pays ou une région ibérique, il y a certaines différences. Et aussi économique, c'est l'une des régions les plus dynamiques de l'Espagne, qui apporte plus d'argent à la caisse commune espagnole de ce qui revient. Alors il y a un mélange de complaintes des indépendantistes catalans. Hervé? Il y a aussi une forte identité du Pays Basque et qui a aussi une autonomie et une économie assez forte. Parce que si la Catalogne devenait indépendante, le Pays Basque demanderait son indépendance. Ça, c'est possible. C'est possible que ça déclenche... Et je crois que pas seulement les Pays Basques. Je veux dire, ça peut ouvrir la caisse de Pandora en Europe. D'autres régions qui disent, nous aussi. La différence entre la Catalogne et le Pays Basque est plus petit d'abord. Le Pays Basque a toutes les compétences fiscales, donc de l'argent. Les Pays Basque gardent, pour résumer, c'est plus compliqué que ça, mais gardent les impôts que le Pays Basque. Et pas la Catalogne. Pas la Catalogne. La Catalogne en 2010 ou 2012, je ne me rappelle plus, mais est allée à Madrid dire on veut le même statut que le Pays Basque. Mais est-ce que ça veut dire là que l'Espagne est au bord de l'implosion? Admettons, le vote a lieu, admettons, c'est l'indépendance de la Catalogne, l'Espagne explose, parce qu'après les Basques vont y aller, les Galiciens vont y aller, qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, avec le Pays Basque, je pense que c'est aussi 2 situations un peu différentes. L'histoire du Pays Basque au sein de l'entité espagnole est extrêmement complexe, tout comme l'est d'ailleurs l'histoire de la Catalogne au sein de l'État espagnol. Pour le coup, ce qui était intéressant de voir, c'est que justement, il y a eu, si le Pays Basque était évidemment présent à l'esprit d'un certain nombre de personnes à Madrid, quand on parlait de la question de la Catalogne, il n'y avait pas eu tant de manifestations que ça.
Les drapeaux d'indépendance sont évidemment toujours présents dans les villes de San Sebastián et le long de la frontière, mais on n'avait pas véritablement connu des énormes manifestations. Et là, à l'approche de ce 1er octobre, on a vu de plus en plus les gens sortir dans la rue et se dire, en fait, ce qu'est en train de faire Barcelone, ce qu'est en train de faire la Catalogne, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le lancerait pas? Mais là encore, je pense que la différence de statut qu'il peut y avoir entre les communautés autonomes elle-même, puisque le Pays Basque a des prérogatives fiscales que n'a pas la Catalogne. Il y a vraiment un statut spécifique pour chaque communauté autonome qui fait que c'est un patchwork extrêmement complexe à arriver à comprendre et Madrid doit arriver à composer avec ces éléments-là. Et l'image du train est parfaitement pertinente puisqu'on ne sait pas qui va arrêter le premier et si quelqu'un va arrêter. En fait, c'est aussi la question qui se pose. Comment va réagir l'Union européenne ? Parce que l'Union européenne est plongée en plein Brexit. Pour l'instant, il y a des messages un petit peu contradictoires. Bon, pourquoi pas voter, mais on n'est pas sûr de ce qu'on fait du résultat du vote, etc. Comment peut réagir l'Union européenne ? Est-ce que la Catalogne sortirait donc de l'Union européenne? C'est ce que dit Bruxelles. D'abord, l'Union européenne a dit qu'il faut respecter évidemment les lois de notre État membre qui est le Royaume de l'Espagne. La Constitution espagnole, c'est une loi européenne, comme la Constitution française. Il faut respecter cette loi. Donc, on ne reconnaît pas le référendum. Ce qu'on appelle le référendum du 1er octobre n'est pas reconnu par la loi espagnole, n'est pas reconnu par beaucoup de Catalans, est organisé de manière unilatérale par une partie. Donc, c'est les partisans du oui qui organisent le référendum. Et ça a été approuvé d'une manière dans le Parlement catalan très rapide et peu claire. D'abord, il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il se passerait s'il y avait une sécession, disons, accordée et légale? Ce que dit la doctrine de l'Union européenne, c'est une région qui doit sortir de l'Union européenne et demander entrer une fois c'est sorti. Mais je crois que ça c'est beaucoup de stades plus loin encore. Oui, et c'est encore très très flou. Il faut voir encore. Ça, c'est ce que dit l'Union européenne, c'est ce que dit l'Espagne. Que dit le droit international? Il y a cette notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que ça colle avec le cas de la Catalogne? Alors pour le coup, c'est vraiment un principe qui a été fondé dans un contexte particulier, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de campagne de décolonisation. Et ce qui est intéressant avec ce principe, c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en lui-même, qui est un principe érigé du droit international public, lui-même suscite un certain nombre de débats, puisqu'il y a des contradictions sur qu'est-ce qu'on considère comme peuple, qu'est-ce qu'on ne considère pas comme peuple. Donc il y a beaucoup de choses qui font débat au sein même de cette question-là. Et parallèlement, en face de ce principe, il y a un certain nombre d'autres principes qui sont érigés comme fondateurs, l'intégrité des frontières, le fait qu'on ne peut pas venir amputer un État souverain d'une partie de son territoire. Donc c'est autant de concepts et de principes qui s'opposent et pour lesquels il faut arriver à trouver une espèce de cohérence. Et donc, si je comprends bien, le droit international ne tranche pas la question entre Barcelone et Madrid, alors pour le coup, il va falloir aussi attendre un peu pour voir comment tout ça va se décanter. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, par exemple, le droit international public a pu apporter un certain nombre de réponses, par exemple dans le cas de l'Écosse, dans le cas du Québec, ou dans d'autres cas. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Oui, depuis la chute du mur de Berlin, on avait très peu vu des montées de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, 3 États baltes qui ont décidé de partir, puis tout s'est déconstruit, l'Union soviétique est tombée. Mais l'Europe occidentale n'avait pas subi ce genre de phénomène. Le cas du Kosovo, quand même, qui était un peu... qui a posé problème, enfin, qui on reste en tout cas a divisé aussi. On reste encore dans cette zone qui était sous le périmètre de la Russie et de l'Union soviétique de l'époque. Donc ça restait encore quelque chose de très soviétique, de très communiste. Et là, l'Europe occidentale est en train de le vivre également. Et je pense que ça rentre dans cette dynamique de la montée des nationalismes que l'on ne voit pas beaucoup, mais qui commence à faire vraiment son terrain, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas et ailleurs. Ce n'est peut-être pas la même revendication, mais ça suit quand même cette logique due au fait que la mondialisation fait peut-être des riches, mais elle fait beaucoup de pauvres. Et elle fait beaucoup de pauvres, y compris sur le plan identitaire. Et donc, les gens ont cette tendance à se refermer sur eux-mêmes. Et au niveau de l'Afrique, par exemple, cela se manifeste également. On a vu avec l'Éthiopie, l'Érythrée, qui a demandé son indépendance parce qu'elle estimait que son identité était brimée par l'Éthiopie. On l'a vu avec le Soudan du Sud. Et au niveau du Cameroun, nous vivons exactement la même chose, avec une minorité
linguistique qui est celle des Camerounais d'expression anglophone, qui estiment qu'aujourd'hui, le principe de fédération sur lequel ils étaient entrés en union avec le Cameroun a été trahi par les francophones et que finalement ils doivent partir et redevenir indépendants en tant qu'entité anglophone. Carole. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'Union européenne a aussi complètement adapté son discours par rapport à ça. Il y a de plus en plus un terme qui a émergé au cours des dernières années, c'est le risque de balkanisation de l'Union européenne, et c'est au final une crainte que peuvent avoir un certain nombre d'États membres, mais aussi Bruxelles, pour justement voir comment est-ce que l'avenir de l'Union européenne va s'entendre s'il y a cette dislocation de certains États membres. Marc, on va regarder tout de suite la une de votre journal. C'était vendredi. Le gouvernement de la Catalogne s'installe dans la désobéissance, nous dit El País, un titre au lendemain du lancement de la campagne officielle du référendum d'indépendance. Les indépendantistes sont au taquet. Voici le clip de campagne. Adeu. Adeu menyspreu. Adeu pors. Adeu injustícia. Adeu incerteses. Adeu amenaces. Hola, llibertat. Hola, futur. Hola, País Nou. Hola, República. Marc, la question qui se pose aujourd'hui aussi, c'est est-ce que les Catalans pourront aller voter? Parce qu'il y a une pression de Madrid, on a vu des soldats retirer des urnes, il y a des rétorsions financières, des rétorsions financières aussi sur le gouvernement de Catalogne. Est-ce que le vote aura lieu? Alors, le fait est que le gouvernement catalan et le Parlement, dans une certaine manière, il faut être délicat avec les mots, mais se sont déclarés en rébellion. Oui. Donc ils vont y aller quoi qu'il arrive. Par rapport aux lois espagnoles. Et le point de vue du gouvernement espagnol, c'est qu'il y a des lois, il y a une constitution, il faut appliquer les lois. Ouais. S'il y a une région espagnole dont les pouvoirs émanent de la constitution espagnole, qui désobéit les lois, il faut faire... Donc vote il y aura, mais qui pourrait mal se passer? On ne sait pas quel type de vote il y aura. Le président espagnol Mariano Rajoy, conservateur, il a dit qu'il n'y aura pas un référendum. Il n'y aura pas un référendum le premier. On va voir. Il y a une lutte, le chat à la souris. Admettons que le vote ait lieu. Si le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe le 2 octobre au lendemain du vote? C'est très risqué de faire des pronostics en ce moment. Mais si le oui va l'emporter, il n'y a pas de doute sur cette question. Parce que c'est un référendum, un soi-disant référendum organisé par les partisans du oui. Donc iront voter ceux qui sont motivés, c'est ça que vous dites? Les motivés vont tous voter. Et alors, c'est intéressant parce que la stratégie des partisans du référendum, c'est de faire voter les partisans du non. Parce que sinon il n'y aura pas de crédibilité. S'il y a 95% de vote pour le oui, là, les indépendantistes veulent un signal pour le monde et pour l'Europe. De dire, regardez, les Catalans veulent l'indépendance. Et s'il y a 95%, il n'y aura pas de crédibilité pour cette votation. Et donc, si le vote a bien lieu, en cas de victoire du oui, la sécession définitive interviendrait en octobre 2018. En cas de victoire du non, de nouvelles élections régionales seraient organisées. Pour t'expliquer, les séparatistes, il reste 2 semaines de campagne. Ça va être tendu en Espagne dans les 2 semaines qui arrivent. Je propose qu'on change de sujet maintenant et qu'on se tourne vers Lima, où ce mercredi, il n'y avait pas l'expectative habituelle des sessions de vote du Comité international olympique pour désigner les villes hôtes. Le CIO a mis fin à un faux suspense. C'est donc bien Paris qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'était entendu depuis juillet. Et pourtant, le CIO a sorti le grand jeu, émotion, mise en scène, aussi bien qu'une finale de télécrochet. Regardez. Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28. On va tout de suite regarder la une du quotidien français Le Parisien. Regardez, euphorisant, titrait Le Quotidien. Vous vivez tous à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes euphorique?
En tout cas, Anne Hidalgo était euphorique. On l'a vu, c'était comme si c'était Miss Univers. Oui, elle est euphorique. Après l'échec de 2012, il y a de quoi être euphorique. C'est pas elle qui avait perdu, c'était son prédécesseur, Bertrand Delanoë. Et ils se sont vraiment mis dans la campagne. Ils se sont battus pour avoir cette candidature. Et des villes se sont désistées et Paris a pu l'emporter. Il y a eu la fête à l'hôtel de ville le vendredi. Le samedi également, elle a reçu les ONG, les jeunes qui vont soutenir la campagne de Paris pour leur demander de véritablement appuyer pour que dans les 7 ans qui arrivent, Paris soit véritablement prête à accueillir... À vous entendre, les politiques en tout cas sont euphoriques. Est-ce que les Parisiens, je me tourne vers vous Hervé, est-ce que vous comme Parisien vous êtes euphorique? Écoutez, moi je me suis senti en Corée du Nord là pendant quelques jours parce que tout le monde était d'accord. C'est comme, j'ai jamais été en Corée du Nord, mais je crois que tout le monde est obligé de montrer qu'il est d'accord avec Kim Jong-un. Voilà, c'était ahurissant de bêtises. En plus, disons le mot, parce qu'en plus c'est censé être une compétition, mais il n'y avait pas de compétition. C'est-à-dire qu'aucune ville maintenant ne veut faire les Jeux Olympiques. On va y venir. Peut-être, je me tourne vers vous avant de me tourner vers vous, Carole. Marc, vous, ça fait quelques mois seulement que vous êtes arrivé à Paris. Vous avez senti une ambiance différente dans la ville à l'annonce de ces JO? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je me tourne vers vous tout de suite parce que vous soulevez un point important, Hervé, c'est qu'il n'y avait pas de suspense. Pourquoi? Parce que Paris était la seule candidate. Pourquoi? Parce que plusieurs villes se sont désistées. Ça pose la question de l'intérêt, en fait, d'organiser ces JO. Pourquoi ça n'intéresse plus? Pourquoi seul Paris y est allé? Alors, dans votre question, il y a 2 questions. Peut-être ce qui est aussi important de revenir, c'est que ce n'était pas forcément joué d'avance. Il y a 6 mois, personne allait donner pour acquis la victoire de Paris. Donc, c'est un travail qui a été assez long. Donc, effectivement, dans les 2 derniers mois, tout était logiquement ficelé, bien que j'ai toujours tendance à me méfier un petit peu du Comité international olympique d'une surprise de dernière minute. Et concernant le manque d'intérêt pour les Jeux Olympiques, ça peut s'expliquer par différentes façons. Ce qui est aussi important de retenir, c'est que certes, il y avait la candidature de 2024, mais il y avait aussi la candidature de 2022 pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et là, il y a eu 5 villes aussi qui se sont retirées pour différentes raisons. Les premières, c'était suite à des votes, des consultations populaires, où justement les villes, les habitants des villes considéraient que c'était un événement beaucoup trop important pour la ville qui puisse accueillir et qui puisse absorber tous les travaux à faire. Donc il y a eu cet élément-là qui s'est passé pour Hambourg, par exemple, pour Boston, qui était la ville qui était censée accueillir les Jeux, qui était censée être candidate en 2024, qui a été remplacée au pied levé par Los Angeles. Dans le cas de Rome, qui était aussi candidate à cette organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'était plus dans une logique politique, puisque Virginia Raggi, qui était maire de Rome, s'était engagée... Elle a d'autres problèmes quand même à régler en fait, que d'ajouter des JO. Mais ça pose aussi la question de savoir pourquoi les Franciliens, pourquoi les Français, eux, n'ont pas été consultés. Alors ça a été un choix qui a été fait de la part du comité d'organisation, en sachant que eux considèrent qu'ils ont consulté les Parisiens et les Franciliens par le biais d'associations, par le biais de représentants syndicaux, par le biais d'organisations politiques, le Conseil régional, le Conseil de Paris, la mairie, les villes aux alentours. Et pour eux, ils ont, pendant 3 ans, si mes souvenirs sont bons, récolté un certain nombre d'informations, les choses qui étaient à faire, les choses qui n'étaient pas à faire, les choses qu'il fallait envisager, etc. Donc, en fait, à leurs yeux, c'est quelque chose qui a été fait, en sachant qu'il y avait aussi le risque il y a une étude sociologique qui a été faite. Si vous proposez à un pays ou à une ville d'organiser quelque chose, la réponse sera toujours négative. Donc pas de prise de risque dans le cas de Paris. Il faut rappeler quand même que Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait promis lors de sa campagne électorale qu'il y aurait un débat et un référendum. Elle n'était pas franchement favorable à organiser. Elle a changé d'avis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté la démocratie, elle n'a pas respecté son engagement. Elle était beaucoup plus engagée pour l'exposition universelle qui est censée se dérouler en France en 2025. Elle s'était avancée sur ce sujet-là, avant finalement, et pas sur les JO. Louis. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ça rentre quand même dans le projet du Grand Paris qui est en cours de construction et dont les Jeux Olympiques vont probablement permettre la matérialisation, au moins sur le plan du budget par rapport aux nouvelles constructions qui seront mises en route, comme par exemple la prolongation du métro et d'autres infrastructures sportives, voire d'habitation qui seront mises sur pied. Qui pose aussi un problème, vous avez raison de le souligner tout à fait, c'est que les Jeux Olympiques servent en quelque sorte d'alibi, de couverture scintillante à un projet qui lui aussi n'a pas du tout été discuté, qui consiste finalement à entreprendre une énorme extension de Paris, une ville qui est quand même déjà une des plus denses et une des plus
peuplée, en tout cas du monde ou d'Europe, et qui étouffe par certains degrés, et plutôt que d'avoir une autre politique d'aménagement du territoire, etc. Alors qu'en plus, il y a énormément de phénomènes spéculatifs qui se font et dans les Jeux Olympiques et dans le Grand Paris, et qu'on pourrait concevoir les choses d'une manière totalement différente. Il y a un autre élément qui est intéressant dans cette attribution des villes hautes, et vous le savez, vous, Marc, puisque vous êtes originaire de Barcelone, qui a organisé les JO en 92, bon exemple de JO. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie du sport, et puis c'est votre spécialité, vous, Carole, c'est votre domaine de recherche. Paris seul en lice pour obtenir les JO de 2024 en bout de course, vous l'avez bien précisé, mais est-ce qu'on peut parler dès lors d'un succès diplomatique pour la France? Et pareil, je vais vous mettre deux questions en une. Quel est l'intérêt d'aller organiser des JO d'un point de vue géostratégique? Alors, le succès diplomatique, je pense que pour le coup, en rendant à César ce qui est à César, on avait échoué, la candidature de Paris, d'Annecy, de Lille avait échoué au cours des 15 dernières années. Donc il y avait aussi cette logique d'essayer de tirer les leçons du passé, des erreurs du passé, et voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire un projet qui peut arriver à être le plus intéressant et séduire le CIO. Donc ça, pour le coup, ça a été un succès d'un point de vue de la diplomatie, où on a vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ont été mobilisés, la visite d'Emmanuel Macron à Lausanne, il y a eu des réseaux qui ont été développés, notamment avec la mise en place à partir de 2013, fin 2013, début 2014, d'un ambassadeur pour le sport qui avait justement l'intention de faire rayonner la France par le sport. Et du coup, je réponds à votre deuxième question, qui est du coup, la diplomatie sportive, c'est pas simplement accueillir des grands événements sportifs et être une ville hôte pour 15 jours, une semaine, un mois de compétition sportive. C'est aussi arriver à mobiliser, à vanter un certain nombre d'acteurs sportifs. On peut penser par exemple à des entreprises qui arrivent à être performantes dans le domaine national et qui, par le biais diplomatique, vont arriver à devenir extrêmement performantes à l'étranger. Je prends un exemple tout simple. On a ce qu'on appelle en France un cluster France, qui est considéré comme l'un des plus compétents dans le monde, puisqu'ils ont réussi à se positionner sur un certain nombre d'appels d'offres et ils ont réussi à construire un certain nombre d'infrastructures à l'étranger. Mais est-ce que les JO aujourd'hui sont encore une vitrine géopolitique valorisante? On se souvient des enjeux, par exemple, au moment de la guerre froide, qui les aura, qui ne les aura pas. Aujourd'hui, finalement, on se rend bien compte que tout ça est plutôt un argument souvent économique. Quel est le gain, en fait, à organiser les JO? Ce qui est intéressant, c'est que faut pas oublier que le CIO est actuellement et tend à sortir d'une crise assez sévère, compte tenu des organisations pour le moins compliquées qu'elle a connues au cours des derniers et notamment décennies. Rio, on peut penser à et Sochi. notamment des phénomènes de corruption, sauf erreur. Il faut peut-être aussi dire largement que le comité international olympique est largement corrompu. En tout cas, l'a été largement. L'a été largement. Salt Lake City, les attributions des Jeux de Salt Lake City ont, entre guillemets, été l'occasion de révéler un certain nombre de scandales. Le CIO a mis en place un comité d'éthique qui était une réponse à un problème. Après, le temps jugera de sa pertinence, mais compte tenu des différentes enquêtes qui sont actuellement en cours pour Tokyo aussi, pour Rio, se pose aussi la question de la corruption. Après, il y a aussi... pour Paris. Là, je parle pas. Est-ce que ce seront des jeux propres? Là, je parle pas d'environnement, mais de corruption. Là, pour le coup, pour Londres, ça s'était posé. Pour Londres, c'était que Paris avait perdu parce qu'en gros, ils n'avaient pas corrompu, alors que les Anglais y avaient été franchement. En fait, ce qui s'était passé dans le cas de 2012, c'est qu'il y avait aussi cette espèce d'arrogance peut-être très française, de dire pas de problème, on a le meilleur projet, on ne va pas forcément s'assurer du soutien de tel et tel membre du CIO, puisque évidemment, il est francophone, il va voter pour la candidature de Paris. Londres avait été extrêmement pragmatique en allant voir chacun des membres du CIO et en disant écoutez, moi mon programme il va concerner ces éléments-là, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ça peut apporter ces éléments-là à votre fédération. Donc c'est autant de discussions qui peuvent être entreprises. Dans le cas de Paris 2024, en même temps, il n'y avait plus trop de compétition. Donc les raisons de corrompre peuvent aussi se résorber par ces questions-là. Dans cette géopolitique du sport et des JO, il y a des gagnants et il y a des perdants. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est un perdant? L'Afrique qui n'a jamais organisé de jeux, ni d'hiver, ni d'été, ni de rien. Avec la FIFA, sous Sepp Blatter, on en a organisé une. Alors c'est une grande compétition, c'était pas les JO, c'était le mondial, ouais. Non, avant cela, on avait eu le combat entre Foreman et Ali. Ça remonte, c'est au siècle dernier, c'était en 1974. Mais c'est vrai, à Kinshasa, sous Mobutu. Donc ce sont les
des rares grands événements qu'il y a eu. Et je me rappelle que pour la Coupe la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça avait déjà été un grand débat pour savoir si ça allait se jouer en Afrique du Sud ou pas, pour des raisons de sécurité, pour de nombreuses raisons Enfin, on a fait tout un débat autour de cela. Et je pense qu'on est mal parti pour avoir une nouvelle compétition sur le continent africain au regard non seulement des rivalités, parce que je crois que des pays comme le Maroc se positionnent encore pour accueillir ce type de compétition. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby aussi en Afrique du Sud. Mais tout cela participe d'une certaine... comment je peux dire ça, des extrêmes de l'Afrique, comme l'Europe, l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, qui peuvent effectivement accueillir ce genre de compétition. Et dans le ventre mou, l'Afrique subsaharienne, on n'a aucun pays aujourd'hui qui est capable de le faire. Même si elle le souhaitait, même s'il le souhaitait, les moyens ne peuvent pas suivre. Alors, vous parlez de moyens, c'est justement souvent la question qui se pose, parce que la question qui oppose soutien et détracteurs de l'organisation des JO, eh ben c'est la suivante. C'est est-ce que c'est une formidable opportunité ou est-ce que c'est un gouffre financier? Il faut signaler qu'à l'exception des JO de Pékin, qui avaient quand même coûté la bagatelle de 44 millions depuis Atlanta, aucun n'ont été bénéficiaires, tous étaient dans le rouge. Un chiffre, et je vous demanderai de réagir là-dessus pour terminer, 179% de dépassement en moyenne des JO de l'ère moderne. C'est à peu près un budget qui est triplé, celui de Paris est de 6 milliards 600 millions d'euros. Est-ce que Paris va arriver là où tous les autres se sont plantés? Alors, il y a plusieurs choses aussi à avoir en tête. C'est que, on va dire que les principaux frais de dépassement de ces budgets étaient très largement dus aux questions des infrastructures. Si on prend les 20 dernières années, concernant les infrastructures qui ont été construites, les infrastructures sportives qui ont été construites, il y a eu entre 6, 8 et 16 infrastructures sportives construites. Dans le cas de Paris, il n'y en a que 2, en sachant qu'il y en a une très importante, qui est la piscine olympique. Ce que vous nous dites, en fait, pour aller plus vite, c'est le projet est déjà un projet qui inclut le dépassement? Le projet, en fait, ce que je veux dire, c'est que les 179% d'augmentation, c'est une moyenne. Et donc, dans le cas de Paris, alors, je pense qu'il serait complètement malhonnête de dire qu'il n'y aura pas de dépassement. En revanche, on va dire que les aléas ont été réduits au minimum pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme Sochi, dans une situation comme Pékin, où il y a eu des dépassements qui ont été complètement incontrôlés. Là, on va dire que les coûts sont maîtrisés. 7 ans pour préparer, pour mettre en place, et on verra ce que donneront ces Jeux de Paris 2024. Mais le prochain rendez-vous olympique, on va le rappeler quand même, c'est cet hiver en Corée du Sud. Et puis, 5 mois du coup d'envoi, moins de 30% des billets que les organisateurs espéraient écouler ont été vendus. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important qu'on va suivre ces prochains mois. Je vous propose de regarder une image avant de passer à Dilemme, à la semaine de Dilemme. Regardez, les journalistes comme vous, comme la plupart d'entre vous, il vient de passer plus de 50 jours dans les prisons turques. Bureau est rentré ce dimanche matin en France. Vous allez le voir, vous le voyez, visiblement fatigué. Le reporter français est accusé par Ankara d'appartenance à une organisation terroriste armée. Il avait été interpellé le 26 juillet dernier après la découverte de photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens. Des images datant d'un reportage réalisé en 2013 et diffusé sur TV5 Monde. Le bureau est toujours sous le coup d'une inculpation. Il n'en a donc pas fini avec la justice turque. Mais cette libération est un événement bienvenu, même si la situation en Turquie n'a pas changé. C'est ce qu'a déclaré Pierre Askik, un kiosqueur qu'on connaît bien ici, qui est aujourd'hui aussi président de Reporters sans frontières. On rappellera qu'il y a 160 à 180 journalistes turcs en prison. Et on en parle régulièrement de la situation des journalistes turcs ici dans Kiosque. On suit ça de très près. Comme promis, comme d'habitude, je vous propose qu'on s'intéresse à la semaine de Dilemme, qu'on y passe, qu'on regarde ce que nous propose Dilemme, l'actualité d'un coup de crayon. Et regardez ce premier dessin, l'attentat vendredi dans le métro londonien. Réaction de ce policier, zut, encore un tweet de Trump. Un policier face au petit oiseau de Twitter transformé ici en vautour. Le président américain a mis en cause la police londonienne, ce qui a provoqué la colère de la première ministre britannique Theresa May. Trump toujours, qui continue de menacer l'accord nucléaire avec l'Iran. Désolé, j'ai les deux mains occupées à étrangler un dignitaire iranien, lance le président américain un Kim Jong-un euphorique. Vendredi, le régime nord-coréen a procédé à un nouveau tir de missile au-dessus du Japon. La mousson en Asie, on en parlait tout à l'heure, et en Birmanie, Aung San Suu Kyi, les pieds dans le sang. Référence bien sûr de Dilemme à la persécution de la minorité musulmane Rohingya, on en parlait largement dimanche dernier ici dans Kiosque. Plus de 400 000 personnes, c'est un nouveau chiffre, le chiffre actualisé. 400 000 personnes, plus de 400 000 personnes se sont réfugiées au Bangladesh selon l'ONU. Et puis les JO, on en parlait, c'est un défi environnemental pour la capitale française, vous l'avez pointé du doigt Hervé, une capitale française qui est régulièrement contrainte à imposer la circulation alternée en raison de la pollution. Est-ce que ça sera valable aussi pour les matricules des athlètes, ironise Dilemme.
Et puis on termine avec le nouveau joujou de la marque à la pomme. Il inclut la reconnaissance faciale. C'est une arnaque, ça ne me ressemble pas du tout, constate ce pigeon, non pardon, cet utilisateur. Je veux dire que ce nouveau téléphone coûte un bras et tout le monde ne pourra pas se l'offrir, ça c'est sûr. Merci à vous quatre d'être venus ici discuter de cette actualité. On vous revoit, j'espère, très bientôt. Merci à vous qui nous suivez aux quatre coins de la planète dimanche après dimanche. Vous pouvez évidemment retrouver des extraits de cette émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, sur le site internet de Kiosque. Donc faites-nous part de nos commentaires, posez-nous des questions, on y répondra avec plaisir. On fera ça pendant la semaine en attendant notre prochain rendez-vous qui est dimanche prochain. Excellente semaine à tous.